Je n'ai jamais cru en Bigfoot, jusqu'au jour où l'un d'eux m'a trouvé, ligoté à un pin au fin fond de la Pisgah National Forest, et m'a sauvé la vie de la manière la plus extraordinaire qui soit. Ce qui s'est déroulé dans les heures qui ont suivi m'a appris que la sagesse et la bonté ne sont pas l'apanage de l'humanité. Laissez-moi vous raconter cette histoire depuis le tout début, car même aujourd'hui, 32 ans plus tard, il m'arrive encore de me demander si tout cela est vraiment arrivé. Je m'appelle Margaret Crawford, bien que tout le monde m'ait toujours appelé Maggie, et en 1993, j'avais 42 ans. Je travaillais comme ranger pour le service des forêts des États-Unis, dans les montagnes de l'ouest de la Caroline du Nord. Cela faisait alors 16 ans que j'étais au service des forêts, ayant commencé juste après ma démobilisation de l'armée en 1977, où j'avais été l'une des premières femmes à occuper un rôle de soutien aux combats. C'était une belle vie, peut-être la meilleure que j'aurais pu imaginer. Je passais mes journées à arpenter l'une des natures sauvages les plus époustouflantes à l'est du Mississippi, à aider les randonneurs et les campeurs, à surveiller les populations d'animaux sauvages, à entretenir les sentiers et, à l'occasion, à secourir des gens qui s'étaient piaomis dans des situations dangereuses en pleine nature. Je vivais dans un petit chalet en dehors de la ville de Brevard, en Caroline du Nord, une bourgade d'environ 5000 âmes nichée à l'ombre des Blue Ridge Mountains avec le Looking Glass Rock visible par temps clair. Le chalet était fourni avec mon poste. Il était modeste, mais parfaitement confortable, avec 2 chambres, une cheminée en pierre qui crépitait chaleureusement durant les froides nuits de montagne et une terrasse qui faisait le tour de la maison, offrant des vues spectaculaires sur la forêt de feuillus environnante qui explosait en une myriade de couleurs incroyables chaque automne. J'avais été marié une fois, à la fin de la vingtaine, mais David et moi avions divorcé en 1987, après qu'il eut décidé qu'il ne supportait plus l'isolement de la vie en forêt et les exigences d'être marié à une femme qui préférait dormir à la belle étoile, plutôt que d'assister à des cocktails mondains à Asheville. Notre fille Rebecca avait 15 ans en 1993 et vivait avec son père à Charlotte, où il travaillait comme comptable pour une entreprise textile. Je la voyais pendant les vacances scolaires et certains week-ends, bien que le trajet de 3 heures sur des routes de montagne sinueuses rendit les visites régulières difficiles. David s'était remarié depuis, avec une femme nommée Patricia, à qui j'essayais de ne pas en vouloir, même si Rebecca semblait sincèrement l'apprécier. L'été 1993 fut exceptionnellement chaud et d'une humidité oppressante. Le genre d'été dont les anciens de Brevard disaient qu'il leur rappelait leur enfance, avant que la climatisation ne change la façon de vivre dans le sud. Je me souviens très bien de cet été-là car nous étions constamment en alerte pour les feux de forêt. Les conditions étaient parfaites pour un incendie catastrophique et chaque ranger de la Pisgah National Forest faisait des heures supplémentaires pour surveiller les feux de camp, vérifier les permis et sensibiliser le flot incessant de touristes estivaux à la sécurité incendie. Les nouvelles de l'été étaient dominées par la grande inondation qui dévastait le Midwest, le fleuve Mississippi causant des destructions dans plusieurs États. Pendant ce temps, dans le sud des Appalaches, nous faisions face à la sécheresse et à des températures qui grimpaient régulièrement au-dessus de 35 degrés, avec une humidité qui rendait l'air aussi dense que de la soupe. Je conduisais un Ford Bronco de 1990, vert service des forêts, avec le logo officiel arboré sur les 2 portières. Il était équipé d'une radio CB, d'une trousse de premiers secours complète, de provisions d'urgence pour toute situation et de tout ce dont je pouvais avoir besoin pour mes patrouilles en pleine nature. Je portais également une radio portable Motorola pour communiquer avec notre station principale. Bien que la réception fût peu fiable dans les vallons profonds et le terrain montagneux escarpé qui caractérisait notre district. La matinée du 19 août 1993, un jeudi qui allait changer toute la trajectoire de ma compréhension du monde, commença comme n'importe quelle autre journée de travail estivale.
Je quittai mon chalet à 6 heures du matin, en direction du nord sur la Forest Road 276, vers la Shining Rock Wilderness, pour inspecter des zones de camping populaires qui avaient suscité des plaintes d'autres visiteurs. La radio de mon Bronco jouait alors que je traversais la forêt brumeuse du matin, et je me souviens avoir entendu cette chanson de Tag Team, celle où il crie de sauter partout, qui passait en boucle cet été-là, suivi d'un morceau de Garth Brooks que j'avais entendu si souvent que j'aurais pu chanter en chœur si j'en avais eu l'envie. L'air matinal était déjà chaud et collant, promettant une autre journée torride. Vers 8h30, je m'arrêtais au départ d'un sentier où j'avais reçu de multiples signalements d'activités de camping illégales. Des gens y séjournaient apparemment bien au-delà de la limite de 14 jours et avaient construit des foyers non autorisés qui violaient les règlements de la zone sauvage. Plusieurs randonneurs à la journée s'étaient plaints du comportement agressif des campeurs et du désordre général qu'ils avaient recréé dans ce qui était censé être une nature vierge. Ma mission était simple, évaluer la situation, documenter toute infraction avec des photos et des notes écrites, et soit donner des avertissements, soit dresser des contraventions selon la gravité de ce que je découvrirais. Je garai le Bronco sur le petit parking en gravier et pris mon équipement à l'arrière. Un porte-bloc avec des formulaires de contravention, un appareil photo pour la documentation, ma radio portable et une bouteille d'eau. Le départ du sentier était presque vide, à l'exception d'une vieille camionnette Nissan de 1984, toute cabossée, avec des plaques de Floride, la peinture délavée et la benne remplie de ce qui ressemblait à du matériel de camping, couvert par une bâche bleue en lambeaux. Je notais soigneusement le numéro de plaque dans mon journal de bord et m'engageais sur le sentier. La randonnée jusqu'à la zone de camping signalée faisait environ 4 km, grimpant régulièrement à travers une magnifique forêt ancienne. Les feuillus des Appalaches étaient dans toute leur splendeur estivale. Les chênes, les érables et les tulipiers de Virginie, créant une canopée dense qui filtrait la lumière du soleil en motifs changeants sur le sol de la forêt. Des fourrés de rhododendrons bordaient par le sentier par endroits, leurs fleurs depuis longtemps fanées, mais leurs feuilles brillantes offrant toujours un couvert dense. J'avais parcouru ce sentier des centaines de fois au cours de mes années en tant que ranger et je connaissais chaque lacet, chaque traversée de ruisseau, chaque endroit où les ours aimaient chercher des baies. La forêt me semblait familière et sûre, même si j'allais bientôt apprendre à quelle vitesse cette illusion de sécurité pouvait voler en éclats. Quand j'atteignis la zone de camping, une petite clairière au bord d'un ruisseau de montagne dont le débit était faible à cause de la sécheresse, je la trouvais occupée mais apparemment abandonnée pour le moment. Il y avait 2 tentes montées à la va-vite, leur double toit taché et rapiécé, de multiples foyers qui violaient clairement les règlements sur la construction de feux dans les zones sauvages, des déchets éparpillés négligemment autour du campement, et des signes évidents que les gens étaient installés là depuis des semaines, plutôt que les quelques jours autorisés. Des canettes de bière vides formaient une petite pyramide près de l'une des tentes. Des récipients de nourriture avaient été laissés ouverts, ce qui attirerait les ours et autres animaux sauvages. L'état général du camp suggérait des personnes qui n'avaient aucun respect pour la nature qu'elles occupaient. Je commençais à documenter les infractions avec mon appareil photo, un fiable Pentax K1000 que je possédais depuis mes années à l'armée. Je photographiais les foyers non autorisés avec leurs roches calcinées tirées du lit du ruisseau, le stockage inapproprié de la nourriture qui était essentiellement une invitation aux rencontres avec les ours, les déchets éparpillés, et le désordre général qui offensait tout ce en quoi je croyais sur la façon dont les gens devraient traiter les lieux sauvages. Je prévoyais d'attendre le retour des campeurs pour leur dresser des contraventions et leur expliquer les bonnes procédures de camping, en leur enseignant pourquoi ces règles existaient. C'est alors que j'entendis des voix approcher en amont, 2 femmes d'après le son, parlant fort et riant de cette manière insouciante qui suggérait qu'elles avaient bu. Elles apparurent un instant plus tard, semblant toutes 2 avoir la mi-trentaine, portant des vêtements sales qui avaient dû être colorés, mais
qui étaient maintenant tachées de suie de feux de camp et de crasse incrustées. L'une était grande et mince, avec des cheveux blonds filasses, attachés en une queue de cheval désordonnée. L'autre plus petite et plus forte, avec un bandana rouge, noué autour de son front. Elle portait des cannes à pêche et une cordelette avec 3 petites truites qui me semblaient trop petites. Elles s'arrêtèrent brusquement en me voyant debout dans leur camp, mon uniforme me désignant clairement comme une source d'ennui officiel. « Bonjour », dis-je, en gardant un ton amical mais professionnel comme on me l'avait appris. « Je suis le Ranger Crawford du service des forêts. Je dois vous parler de certaines infractions ici, sur votre campement. » La femme la plus grande, celle avec la queue de cheval, devint immédiatement hostile. Ses yeux se plissèrent et sa posture devint à la fois défensive et agressive. « On ne fait rien de mal, dit-elle, sa voix portant un accent rural distinct de la Floride. On a parfaitement le droit de camper ici, sur des terres publiques. Vous avez effectivement le droit de camper ici, expliquai-je patiemment, sortant mon carnet de contraventions de ma poche arrière. Cependant, il y a des règlements qui régissent la manière de camper. Vous avez dépassé la limite de 14 jours d'une marge considérable, à en juger par l'état de ce campement. Vous avez construit des foyers non autorisés dans une zone sauvage, où une telle construction est interdite. Votre nourriture n'est pas correctement stockée, ce qui crée des conditions dangereuses pour vous et pour la faune. Je vais devoir vous dresser des contraventions et vous demander de lever le camp et de partir aujourd'hui. Vous pouvez toujours courir, dit l'autre femme, celle avec le bandana. Elle s'avança et je remarquai pour la première fois qu'elle avait un couteau de chasse dans un étui à sa ceinture, ce qui n'était pas inhabituel pour des campeurs, mais qui me parut soudain plus menaçant compte tenu de sa posture agressive. On ne paiera aucune amende et on ne partira certainement pas juste parce qu'une femme rangée nous le dit. J'avais déjà eu affaire à des campeurs conflictuels, plus de fois que je ne pourrais en compter en 16 ans de service. Habituellement, garder son calme et expliquer clairement les règles suffisait à désamorcer les situations. Les gens pouvaient ronchonner, mais ils obtempéraient généralement, une fois qu'ils comprenaient que les règlements existaient pour de bonnes raisons et que les contraventions entraînaient de réelles pénalités. « Je comprends que vous soyez frustré, dis-je, en utilisant ma voix la plus raisonnable. Mais ces règlements existent pour la sécurité de tous et pour protéger la forêt qui appartient à tous les Américains. Le danger d'incendie en ce moment est extrême. Nous n'avons pas eu de pluie significative depuis des semaines et une seule étincelle imprudente pourrait détruire des milliers d'hectares. Je me fiche de vos règlements, interrompit la femme grande en se rapprochant. Je pouvais sentir son haleine d'alcool maintenant, de la bière éventée et quelque chose de plus fort en dessous. Il y avait quelque chose de sauvage dans ses yeux, quelque chose d'imprévisible qui me mettait profondément mal à l'aise. Vous allez faire demi-tour et redescendre ce sentier. Vous allez oublier que vous nous avez vus ici. Vous allez faire comme si cette petite visite n'avait jamais eu lieu. Je ne peux pas faire ça, dis-je, et ma main se déplaça instinctivement vers la radio à ma ceinture. Je suis tenu de documenter et de traiter les infractions. C'est mon travail. La femme plus petite se déplaça avec une vitesse surprenante, me saisissant le poignet avant que je ne puisse actionner la radio. « N'y pensez même pas à appeler des renforts », gronda-t-elle, sa poigne étonnamment puissante. Ce qui suivit fut un tourbillon de violence et de confusion. Il y eut une brève lutte pendant laquelle j'essayais de me dégager, d'activer ma radio, de crier à l'aide, même si je savais que personne n'était à portée de voix. Mais les deux femmes étaient plus jeunes et plus fortes que moi, alimentées par un mélange d'alcool et de désespoir qui les animait. La grande attrapa ma radio et la fracassa contre un rocher, le boîtier en plastique se brisant en morceaux inutiles. Elles me poussèrent en arrière, et je trébuchais sur une racine exposée, tombant lourdement sur le dos. L'impact me coupa le souffle. Avant que je ne puisse récupérer assez pour me relever, elles étaient sur moi, me maintenant les bras. Je sentis une corde en nylon rugueuse qu'elles devaient avoir dans leur camp, s'enrouler autour de mes poignets. Ma formation me disait de continuer à lutter,
de ne jamais laisser un agresseur vous maîtriser, car tout devient exponentiellement plus difficile une fois que vous êtes ligoté. Mais, avec les deux travaillant ensemble, et l'effet de surprise leur ayant donné l'avantage, je ne pus me libérer. « Qu'est-ce que vous faites ?» demandai-je, en essayant de projeter de l'autorité malgré la peur qui commençait à m'étreindre le cœur. « C'est une agression sur un agent fédéral. Vous ne faites qu'aggraver la situation pour vous-même. Les peines pour ce que vous faites en ce moment sont sévères. »« La ferme !» gronda la femme plus petite, en serrant la corde plus fort autour de mes poignets jusqu'à ce que je sente les fibres me cisailler la peau. Elles me traînèrent à travers la clairière jusqu'à un grand pin près du bord du campement et commencèrent à m'attacher au tronc. Je luttai de toutes mes forces, mais avec mes mains déjà liées et les deux travaillant en coordination bien rodée. Je ne pus les empêcher d'enrouler la corde autour de ma poitrine et de mon torse, me fixant fermement à l'arbre. Elles attachèrent mes chevilles ensemble pour faire bonne mesure, me laissant complètement immobilisé et vulnérable. « Écoutez-moi, » dis-je, forçant ma voix à rester stable alors même que la panique menaçait de submerger mon sang-froid professionnel. Les gens savent où je suis. Quand je ne me manifesterai pas à l'heure prévue, ils enverront quelqu'un enquêter. Mon véhicule est garé au départ du sentier. Vous devez arrêter ça tout de suite avant d'empirer les choses. La femme grande sortit un bandana sale de sa poche, le roula en boule et me le fourra dans la bouche avant que je ne puisse fermer la mâchoire. Elle noua un autre morceau de tissu autour de ma tête pour maintenir le bâillon en place. « On a besoin de temps pour plier bagages et disparaître, » dit-elle, en vérifiant les nœuds une dernière fois pour s'assurer que j'étais bien attaché. « Le temps que quelqu'un vous trouve ici, on sera loin, probablement à mi-chemin du Tennessee. Et au moins, on ne vous a pas vraiment fait de mal. Ça devrait compter pour quelque chose quand vous finirez par vous libérer. »« C'est de la folie, » dit la femme plus petite, et je pus voir la nervosité percer à travers son agressivité initiale maintenant que l'adrénaline commençait à retomber. On ne fait que s'enfoncer davantage. « Peut-être qu'on devrait juste partir, » interrompit l'autre femme. « Plier notre matériel et partir tout de suite avant que quelqu'un d'autre n'arrive sur ce sentier. » Elles commencèrent à démanteler frénétiquement leur camp, fourrant leur équipement dans des sacs à dos, donnant des coups de pied dans la terre pour couvrir les foyers dans une tentative à moitié convaincante de cacher les preuves, tassant leurs tentes dans des sacs de compression sans prendre la peine de les plier correctement. Tout le processus prit peut-être 20 ou 25 minutes, pendant que je regardais, impuissante, incapable de bouger ou d'appeler à l'aide. Puis elles partirent, disparaissant sur le sentier en direction du parking, me laissant attaché à l'arbre sans aucun moyen de me libérer ou d'appeler à l'aide. Je luttais contre les cordes avec une détermination renouvelée une fois qu'elles furent hors de vue, essayant toutes les techniques que je me souvenais de ma formation militaire pour échapper aux liens. Je travaillais sur les nœuds qui liaient de mes poignets. Je tordis mon corps contre la corde autour de mon torse. Je fléchis mes jambes contre les liens autour de mes chevilles. Mais elles avaient fait du bon travail, probablement habituées à sécuriser des choses dans le cadre de leurs activités criminelles. Le bandana fourré dans ma bouche rendait la respiration difficile, et je devais me concentrer pour rester calme afin d'éviter l'hyperventilation. Je me forçais à penser rationnellement malgré les circonstances. Thomas, le répartiteur à la station principale des Rangers de Brevard, s'attendrait à ce que je me signale dans quelques heures. Quand je ne le ferais pas, il essaierait de me joindre par radio. Quand cela échouerait, il enverrait quelqu'un enquêter. Mon bronco était garé au départ du sentier, impossible à manquer avec ses marquages du service des forêts. Quiconque viendrait me chercher le trouverait et suivrait le sentier jusqu'ici. Je n'avais qu'à attendre. Je serais mal à l'aise, probablement déshydraté au moment où les secours arriveraient, mais je survivrais. Tout irait bien. La matinée poursuivit sa progression implacable vers midi, et la température grimpa régulièrement, vers ce que j'estimais être environ 11 heures du matin, d'après l'angle de la lumière du soleil filtrant à travers la canopée de la forêt. Le soleil avait changé de position,
et tombait maintenant directement sur mon visage et le haut de mon corps. La sueur trempait ma chemise d'uniforme, collant le tissu à ma peau. La corde semblait se resserrer à mesure que je transpirais, s'enfonçant plus profondément dans les zones déjà écorchées. Ma bouche était douloureusement sèche, aggravée par le bâillon qui m'empêchait d'avaler correctement ou d'humecter mes lèvres. J'entendis un hélicoptère à un moment donné, le bruit sourd caractéristique des rotors effectuant probablement une surveillance incendie au-dessus de la forêt sèche. Mais il était trop loin et trop haut pour me repérer à travers l'épaisse canopée, même si le pilote avait cherché une personne en détresse. Les oiseaux continuaient leurs activités normales autour de moi, comme si rien d'inhabituel ne se passait. Des troglodytes de Caroline chantaient depuis les fourrés de rhododendrons. Un pic grand martelait un arbre mort quelque part à proximité, le son résonnant à travers la forêt. Un écureuil jacassait avec colère contre quelque chose que je ne pouvais pas voir. La forêt se moquait que je sois en grande difficulté. La nature est suprêmement indifférente à la souffrance humaine, vers ce que j'estimais être le début de l'après-midi. Alors que la chaleur était devenue presque insupportable et que ma vision commençait à se brouiller à cause de la déshydratation, j'entendis quelque chose bouger dans la forêt. Des bruits de pas lourds, des branches qui craquent, des sous-bois qui sont écartés. Ma première pensée, paniquée, fut un ours. Les ours noirs étaient courants dans cette partie des Appalaches, et une rencontre avec l'un d'eux, alors que j'étais impuissante et attachée à un arbre, était un scénario terrifiant à envisager. J'essayais de faire du bruit à travers le bâillon, espérant alerter l'animal de ma présence et le faire fuir, mais je ne pouvais produire que des sons étouffés qui n'auraient pas effrayé un tamia. Les pas se rapprochèrent, délibérés et mesurés. D'autres branches craquèrent, puis je le vis émerger du dense rhododendron, au bord de la clairière. Ce n'était pas un ours. La créature mesurait au moins 2,10 mètres, peut-être même près de 2,40 mètres. Elle était couverte d'un pelage brun-rouge foncé, presque auburn par endroits où le soleil l'éclairait, qui pendait en longues vagues hirsutes sur tout son corps massif. Les épaules étaient énormément larges, plus larges que n'importe quel humain que j'avais jamais vu, plus larges que n'importe quel athlète professionnel ou bodybuilder. Les bras étaient incroyablement longs et puissamment musclés, avec des mains qui semblaient capables de broyer la pierre. Elle marchait debout sur 2 jambes avec une légère inclinaison vers l'avant, se déplaçant avec une grâce fluide surprenante qui semblait impossible pour quelque chose d'aussi grand. Mon premier instinct fut de me figer, de ne pas attirer l'attention sur moi, de devenir invisible par la simple immobilité. Mais j'étais déjà attaché à un arbre, bien en vue, et ne pouvais pas vraiment me cacher de quelque chose qui me regardait directement. La créature m'avait déjà vu. Elle s'arrêta au bord de la clairière, à peut-être 10 mètres de l'endroit où j'étais lié, et m'étudia avec une curiosité évidente et intense. Le visage ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais rencontré ou imaginé. Pas tout à fait humain, pas tout à fait singe. Quelque chose de complètement autre. Il avait une arcade sourcilière prononcée qui jetait des ombres sur les yeux, un nez plat et large aux narines évasées, des pommettes hautes qui semblaient presque sculpturales, et une mâchoire lourde couverte du même poil au burn que son corps. Mais les yeux furent ce qui me choqua au point de me plonger dans un état au-delà de la peur. Ils étaient marron foncé, profonds comme des lacs de montagne, et indéniablement intelligents et conscients. Ce n'était pas le regard d'un animal agissant par instinct. C'était quelque chose qui pensait, évaluait, considérait. C'était Bigfoot, Sasquatch, la créature que tous les scientifiques insistaient à dire qu'elle n'existait pas, ne pouvait pas exister, n'était rien de plus qu'une erreur d'identification, du folklore et des vœux pieux. Et elle se tenait juste devant moi,
dans une clairière baignée de soleil dans la Pisgah National Forest, aussi réel que le pin auquel j'étais attaché, aussi réel que la corde qui me cisaillait les poignets. Nous nous sommes regardés pendant ce qui m'a semblé une éternité, mais qui n'a probablement duré que 30 secondes, ou peut-être une minute. Puis la créature fit un pas prudent en avant, puis un autre, s'approchant lentement avec ce que j'interprétais comme une délibération prudente. Elle m'étudiait de la même manière que j'aurais pu étudier un oiseau inhabituel ou une plante inconnue, avec une curiosité intense, mais aussi avec prudence face à l'inconnu. J'essayais de rester aussi immobile que possible, de ne pas paraître menaçante ou agressive, bien que mon cœur battît si violemment que je pensais qu'il pourrait réellement éclater à travers ma poitrine. La créature s'arrêta à environ 3 mètres, inclinant sa tête massive sur le côté alors qu'elle m'examinait de plus près. Son regard passa de mon visage aux cordes qui me liaient à l'arbre, traçant les liens autour de mon torse et jusqu'à mes chevilles attachées, puis revint à mon visage. Je pouvais presque la voir analyser la situation, comprendre ce qu'elle observait, essayer de saisir ce qui s'était passé pour créer ce tableau inhabituel. Puis, elle émit un son qui résonna profondément dans ma poitrine, une sorte de vocalise basse et interrogative qui semblait porter un sens, même si je ne pouvais en interpréter le contenu spécifique. Ce n'était ni agressif, ni menaçant. Au contraire, le son transmettait de la curiosité et peut-être même de l'inquiétude, le genre de son qu'une personne pourrait faire en découvrant quelque chose d'inattendu et de troublant. J'essayais de répondre, d'expliquer ma situation, de demander de l'aide, mais le bâillon m'empêchait de produire autre chose que des bruits étouffés qui ne transmettaient rien d'utile. Les yeux de la créature se concentrèrent sur le bandana noué autour de ma tête, et je vis la reconnaissance poindre dans son expression. Elle comprenait que quelque chose me retenait, que j'étais empêché de parler, que ce n'était pas un état de choses naturelles. La créature fit un autre pas, se trouvant maintenant à seulement 2 mètres de moi, assez près pour que je puisse distinguer des détails qu'il avait été impossible de discerner à distance. Le poil était rêche, mais pas emmêlé, bien entretenu d'une manière qui suggérait un soin régulier. Les paumes de ses mains étaient épaisses de callosité, du genre qui se développe avec un usage et un travail constant. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec une respiration lente et profonde. Et je pouvais la sentir maintenant. Une odeur musquée et terreuse, comme des feuilles mouillées et de l'écorce de cèdre, avec quelque chose d'autre en dessous qui lui était entièrement propre. L'odeur n'était pas désagréable, rien à voir avec la puanteur des ordures ou de la décomposition qui accompagne parfois les animaux sauvages. Elle sentait comme la forêt elle-même incarnée. Elle tendit une main massive vers mon visage, et chaque muscle de mon corps se tendit en prévision de je ne sais quoi. Mais le contact, quand il vint, fut étonnamment doux. Des doigts épais explorèrent le bandana autour de ma tête, sentant le nœud à l'arrière, essayant de comprendre comment le tissu était noué et comment il pourrait être retiré. La créature émit une autre vocalise, plus douce cette fois, presque apaisante, comme si elle essayait de me calmer de la même manière qu'une personne pourrait calmer un animal effrayé. Puis, avec une délibération prudente qui suggérait à la fois intelligence et patience, elle commença à travailler sur le nœud derrière ma tête. Les doigts étaient épais, mais étonnamment agiles, manipulant le tissu avec une confiance croissante. Après peut-être une minute d'effort concentré, le bandana se défit. Je recrachai le morceau de tissu qui avait été fourré dans ma bouche et haletai, aspirant de profondes bouffées d'air de la montagne. « Merci », dis-je automatiquement, ma voix rauque et craquelée par des heures de non-utilisation et de déshydratation. « Merci beaucoup. » La créature recula rapidement, surprise par ma voix. Ses yeux s'écarquillèrent et je pus voir de la surprise dans son expression, surprise que je puisse parler.
peut-être surprise que j'ai exprimé de la gratitude. Elle émit un petit son qui aurait pu être interrogateur. « Je ne vous ferai pas de mal, » dis-je, en gardant ma voix aussi basse et calme que possible dans les circonstances. « Je suis un ranger forestier. Je protège cette forêt et j'aide les gens qui viennent ici. Ces femmes qui m'ont attaché, elles enfreignaient les règles. J'essayais juste de faire mon travail et elles m'ont attaqué et laissé ici. Pouvez-vous m'aider avec ces cordes, s'il vous plaît ?» Je n'avais aucune idée si la créature pouvait comprendre mes mots, pouvait comprendre l'anglais ou toute autre langue humaine. Mais quelque chose dans ses yeux intelligents suggérait qu'elle saisissait au moins le contenu émotionnel de ce que je disais. Le désespoir, la supplication et l'espoir que je projetais de toutes mes forces. La créature m'étudia pendant un autre long moment, la tête légèrement inclinée comme si elle considérait ma demande. Puis elle se déplaça derrière l'arbre où j'étais lié. Je sentis ses mains sur la corde autour de ma poitrine, la sentis tester les nœuds, explorer comment la corde était enroulée et fixée. La corde bougea et se desserra légèrement. Puis, avec un mouvement soudain et violent, la créature rompit simplement la corde à main nue, la cassant aussi facilement que j'aurais pu casser un bout de ficelle. Le son de la corde se rompant fut incroyablement fort dans le silence de la forêt, comme une petite explosion. Je sentis la tension autour de ma poitrine se relâcher et soudain je pus respirer pleinement pour la première fois depuis des heures. Je pus gonfler complètement mes poumons sans que la corde ne me cisaille les côtes. La créature revint devant moi et s'agenouilla, un geste étrangement humain, pour examiner la corde liant mes poignets derrière le tronc de l'arbre. De si près, à genoux, son visage était au niveau du mien, et je pouvais voir l'intelligence dans ses yeux marron foncé, encore plus clairement. Il y avait une concentration attentive dans son expression alors qu'elle travaillait sur les nœuds, la même attention concentrée qu'une personne pourrait montrer en résolvant une énigme ou en tentant une tâche délicate. « Vous me comprenez, n'est-ce pas ?» dis-je doucement, plus une affirmation qu'une question. Au moins une partie de ce que je dis. Vous savez que j'ai des ennuis et que j'ai besoin d'aide. Les yeux de la créature croisèrent les miens brièvement et j'aurais juré y voir une reconnaissance, une confirmation que mes mots ne tombaient pas dans l'oreille ou l'esprit d'un sourd. Puis, elle reporta son attention sur les nœuds, travaillant méthodiquement avec ses doigts épais mais étonnamment agiles. Après une autre minute d'effort patient, mes mains furent libres. Je ramenai mes bras devant moi, grimaçant à la douleur aiguë dans mes épaules, d'avoir été maintenu dans la même position contre nature pendant tant d'heures. Les muscles s'étaient gravement contractés, et le simple fait de bouger mes bras envoyait des douleurs fulgurantes dans le haut de mon corps. Mes poignets étaient à vif et ensanglantés là où la corde avait coupé la peau, la chair abrasée visible sous des traînées de sang séché et frais. La créature émit un son, cette même vocalise inquiète d'auparavant, et tendit la main pour toucher mon poignet blessé avec une douceur surprenante. Elle examina les blessures, tournant ma main avec soin comme pour évaluer les dégâts, et je vis ce qui ressemblait à une véritable préoccupation dans son expression. Ce n'était pas le comportement d'un animal sans cervelle. C'était un être qui comprenait la souffrance et ressentait quelque chose comme de la compassion. « Ça va aller », dis-je en essayant de la rassurer. « Ça va guérir. Pouvez-vous m'aider avec mes jambes aussi ?» La créature descendit vers les cordes autour de mes chevilles et, trouvant les nœuds trop serrés et complexes à défaire rapidement, rompit simplement ces cordes aussi d'une traction nette et décisive. J'étais libre. J'essayais de me lever immédiatement, impatiente de me mettre sur pied et de restaurer un semblant de normalité à ma situation. Mais mes jambes étaient devenues complètement engourdies d'avoir été liées si longtemps. Je trébuchais lourdement, serais tombé la tête la première sur le sol de la forêt, mais la créature me rattrapa. Un bras massif soutint mon poids aussi facilement que je pourrais soutenir un petit enfant, me maintenant droite jusqu'à ce que la sensation atroce du retour de la circulation remplisse mes jambes de fourmillements et que je puisse enfin tenir debout par moi-même.
Merci, dis-je encore, en levant les yeux vers le visage de la créature. Vous m'avez sauvé la vie. Je ne sais pas si vous le comprenez pleinement, mais c'est absolument ce que vous avez fait. Ces femmes auraient pu être parties pendant encore 10 heures ou plus avant que quelqu'un ne me trouve. Avec cette chaleur, sans eau, j'aurais pu mourir. Merci. La créature inclina la tête, m'étudiant avec ses yeux intelligents qui semblaient voir à travers moi. Puis elle fit quelque chose qui me coupa le souffle et fit presque arrêter mon cœur. Elle leva une main massive vers sa propre poitrine, pressa sa paume à plat contre son sternum, puis tendit cette main vers moi, paume ouverte. Le geste était sans équivoque dans sa signification. Je vous en prie. Elle comprenait. Elle comprenait non seulement mes mots, mais le concept derrière eux, le rituel social de la gratitude et de la reconnaissance qui forme une partie si fondamentale de l'interaction humaine. Ce n'était pas seulement un animal agissant par instinct, sauvant une autre créature comme une mère pourrait sauver sa progéniture piégée. C'était un être intelligent qui avait évalué ma situation, décidé d'aider, et qui reconnaissait maintenant mon expression de remerciement d'une manière qui transcendait les frontières des espèces. Je restais là, dans la clairière, face à une créature que tous les scientifiques du monde insistaient à dire qu'elle n'existait pas, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Le Bigfoot m'avait libéré d'une souffrance certaine et d'une mort possible. Il avait compris ma gratitude. Il avait communiqué une réponse. Mes 16 années d'expérience dans la forêt, ma formation, toute ma compréhension de la faune et de ce qui était possible dans le monde naturel. Rien de tout cela ne m'avait préparé à ce moment. La créature fit un pas en arrière, me donnant de l'espace, mais elle ne disparut pas dans la forêt comme je m'y serais attendu. Elle semblait aussi curieuse à mon sujet que je l'étais à son sujet. Nous restâmes là à nous étudier, et je remarquais des détails que j'avais manqués dans mon choc et ma peur initiaux. Les mains de la créature, bien que massives, avaient des proportions remarquablement similaires aux mains humaines, avec des pouces opposables et des ongles plutôt que des griffes. Les pieds, partiellement visibles sous le long poil qui couvrait ses jambes, étaient larges et plats, clairement conçus pour la locomotion bipède. C'était un primate qui marchait sur la ligne évolutive entre les grands singes et les humains, quelque chose qui ne devrait pas exister selon tout ce que la science m'avait appris, et pourtant quelque chose qui se tenait juste devant moi, aussi solide et réel que les montagnes elles-mêmes. « J'ai besoin d'eau », dis-je, plus à moi-même qu'à la créature. Ma gorge était douloureusement sèche après des heures avec un bâillon dans la bouche sous le soleil d'août. Ma gourde est dans mon camion au départ du sentier, très loin d'ici. La tête de la créature se tourna légèrement au mot « eau » et elle émit un grognement doux qui semblait avoir un sens. Puis, elle se déplaça vers le bord de la clairière où les deux femmes avaient laissé une partie de leur équipement dans leur hâte frénétique de plier bagages et de fuir. Parmi les objets éparpillés se trouvait une bouteille d'eau en plastique, peut-être aux 3/4 pleine, à côté d'une tente effondrée qu'elle n'avait pas pris la peine d'emporter. La créature ramassa la bouteille avec une délicatesse surprenante, l'examina un instant comme pour en comprendre le but et en confirmer le contenu, puis me l'apporta là où je me tenais sur mes jambes chancelantes. Elle me tendit la bouteille, attendant que je la prenne de sa main massive. J'acceptai l'offrande avec précaution, et nos doigts se touchèrent brièvement pendant l'échange. La peau de la créature était chaude et coriace, avec d'épaisses callosités qui témoignaient d'une vie vécue en contact étroit avec des surfaces rugueuses. « Merci », dis-je, réalisant que j'avais perdu le compte du nombre de fois où j'avais exprimé ma gratitude au cours des dernières minutes. Je dévissai le bouchon et bus à grande gorgée, l'eau tiède ayant le goût du meilleur vin que j'ai jamais bu. Je me forçai à boire lentement malgré ma soif désespérée, sachant que boire de l'eau à grande gorgée
après une déshydratation prolongée, pouvait provoquer des crampes et des vomissements. La créature me regarda boire avec ce qui semblait être de la satisfaction, puis s'installa sur un tronc d'arbre tombé avec une désinvolture surprenante, comme si nous étions deux vieux amis faisant une pause lors d'une randonnée d'après-midi. Le geste était si inopinément banal, si étonnamment normal au milieu de cette situation impossible, que je ris à voix haute avant de pouvoir m'arrêter. « Je ne suppose pas que vous puissiez me dire votre nom ?» dis-je, en m'asseyant prudemment sur un rocher couvert de mousse à quelques pas de là. Mes jambes tremblaient encore, et je savais que j'aurais besoin de me reposer avant de tenter la longue randonnée de retour vers mon camion. « Est-ce que votre peuple a des noms? Y a-t-il un nom que je pourrais vous donner ?» La créature me regarda avec ses yeux bruns, intelligents, mais ne répondit pas verbalement. Bien sûr, elle ne parlait pas anglais. J'étais ridicule, étourdi par le soulagement, la déshydratation et la nature surréaliste de tout ce qui s'était passé. Mais le fait qu'elle ait choisi de s'asseoir, de rester avec moi plutôt que de disparaître dans la forêt maintenant que j'étais libre, suggérait qu'elle attendait quelque chose de cette rencontre. Une communication peut-être, une connexion, une compréhension. « Je m'appelle Margaret », dis-je, en me désignant du doigt avec ma main libre, tout en continuant à siroter de l'eau. « Margaret Crawford. Mais tout le monde m'appelle Maggie. Je suis un ranger. Je protège cette forêt et les gens qui viennent ici. Je les aide quand ils se perdent ou se blessent. Je fis un geste vers la clairière et les bois environnants. C'est mon travail. C'est ce que je fais de ma vie. Ces femmes qui m'ont attaché, elles enfreignaient les règles. Camping illégal, feu là où il ne faut pas en faire. J'essayais juste d'expliquer les règlements et elles m'ont attaqué. Je m'arrêtais, le poids de ce qui s'était passé s'abattant enfin sur mes épaules. J'avais été agressé, ligoté, bâillonné et laissé à souffrir dans la chaleur par deux femmes que j'avais simplement essayé d'éduquer sur les règlements de camping. Si cette créature ne m'avait pas trouvé, j'aurais pu être coincé ici pendant 10 ou 12 heures, voire plus, jusqu'à ce que quelqu'un de la station de Rangers vienne me chercher. Avec cette chaleur d'hôte, sans eau, cela aurait pu être une condamnation à mort, ou au moins une urgence médicale grave. La créature dut sentir ma détresse, car elle émit un son doux. Cette même vocalise apaisante d'auparavant, quand elle travaillait à retirer le bâillon de ma bouche. Elle se leva du tronc et se rapprocha, puis fit quelque chose qui me laissa momentanément sans voix. Elle tendit la main et toucha doucement mon épaule, le même genre de geste réconfortant qu'un humain pourrait offrir à un autre dans un moment de difficulté émotionnelle. Le contact était chaud et étonnamment doux pour quelque chose capable de rompre une corde épaisse à main nue. Je levai les yeux vers son visage, dans ses yeux marron foncé, et j'y vis de la compassion. Une vraie compassion. Cette créature comprenait la souffrance, la peur et le besoin de réconfort. Et elle m'offrait du réconfort de la seule manière qu'elle connaissait. « Vous êtes remarquable », dis-je doucement. « Vous savez que la plupart des humains pensent que votre espèce n'est qu'une légende, un canular, ou des ours mal identifiés marchant sur leurs pattes arrière. Les scientifiques disent que vous ne pouvez pas exister. Mais vous êtes tellement plus que tout ce qu'ils pourraient imaginer. Vous êtes quelque chose d'extraordinaire. » Je m'arrêtais, ne sachant pas comment terminer cette pensée. Qu'était cette créature exactement? Pas humaine, évidemment, mais possédant clairement une intelligence et une capacité émotionnelle de type humain. Pas un animal dans le sens où on m'avait appris à le comprendre, mais quelque chose de complètement différent. Un être qui existait dans le vaste territoire inexploré entre ce que nous pensions savoir et ce qui restait à découvrir. La créature se rassit sur le tronc, et nous restâmes ainsi pendant peut-être 20 ou 25 minutes, partageant simplement l'espace dans un silence amical. Je bus plus d'eau lentement,
évaluait mes diverses blessures et les trouvait douloureuses mais pas dangereuses, et j'essayais de me faire à la réalité de ce que je vivais. La créature semblait se contenter d'être simplement présente, émettant occasionnellement de douces vocalises que je commençais à interpréter comme une vérification de mon état, de la même manière qu'un ami pourrait périodiquement demander si vous vous sentez mieux. Finalement, je sus que je devais bouger. Le soleil avait passé son zénith et commençait sa descente de l'après-midi vers les crêtes ouest. Il était probablement aux alentours de 15 heures d'après l'angle des ombres. J'avais encore une longue randonnée devant moi pour atteindre mon camion, et je devais retourner à la station de Rangers pour signaler ce qui s'était passé avec les deux femmes. Pas la créature, bien sûr. J'en avais assez appris sur les légendes de Bigfoot au fil de mes années dans la forêt pour savoir que prétendre en avoir rencontré un détruirait ma crédibilité et probablement ma carrière. On se moquerait de moi, on me rejetterait, on me soumettrait peut-être à une évaluation psychiatrique. Mais je devais déposer un rapport sur l'agression pour que les forces de l'ordre recherchent ces femmes avant qu'elles ne puissent blesser quelqu'un d'autre. Je dois partir maintenant, dis-je, en me levant lentement et en testant mes jambes. Elles me soutinrent, bien que je fusse raide et endolori d'une manière qui, je le savais, ne ferait qu'empirer dans les jours à venir à mesure que les ecchymoses apparaîtraient. Je dois retourner à mon camion et à la station de Rangers. Merci pour tout ce que vous avez fait aujourd'hui. Je vous dois la vie, et je ne l'oublierai jamais. La créature se leva également, atteignant sa pleine hauteur imposante, et je réalisai avec un petit choc qu'elle avait l'intention de me suivre. Quand je fis un pas hésitant vers le sentier qui menait au parking, elle se déplaça dans la même direction, maintenant une distance d'environ 3 mètres, mais se positionnant clairement pour m'accompagner. « Vous venez avec moi ?» demandai-je, surprise et honnêtement touché par le geste. « C'est bien, c'est plus que bien. Mais vous devez savoir que le sentier traverse des zones où d'autres personnes pourraient randonner. Il pourrait ne pas être sûr pour vous d'être vu par d'autres. Je ne sais pas comment il réagirait, mais probablement pas bien. » La créature émit un son que je ne pus interpréter, mais elle continua à se déplacer quand je le fis, restant assez proche pour maintenir notre connexion, mais assez loin pour que nous ayons de l'espace tous les deux sur le sentier étroit. Nous avons cheminé ensemble à travers la forêt, un duo extraordinairement étrange. Un ranger forestier d'âge moyen, dans un uniforme sale et taché de sueur, avec des brûlures de cordes visibles sur les poignets et les chevilles, marchant aux côtés d'un Bigfoot de 2,40 m sur un sentier de randonnée dans la Pisgah National Forest. La créature se déplaçait avec un silence remarquable malgré sa taille massive, posant ses pieds avec un soin délibéré, évitant les branches qui pourraient craquer sous ses pas. Je me surpris à étudier constamment ses mouvements, fasciné par la façon dont elle naviguait sur le terrain avec une aisance consommée, utilisant occasionnellement ses longs bras pour écarter la végétation ou se stabiliser sur des sections escarpées où le sentier descendait vers des traversées de ruisseaux. Nous marchions depuis peut-être 30 ou 35 minutes quand j'entendis des voix devant nous sur le sentier, des randonneurs approchant de la direction du parking. Je me tournai pour avertir la créature, pour lui suggérer de se cacher avant que nous ne soyons vus ensemble. Mais elle avait déjà disparu dans le dense rhododendron, disparaissant dans le couvert épais si rapidement et silencieusement que je n'aurais jamais cru qu'une créature aussi grande puisse se déplacer avec une telle furtivité. Les randonneurs apparurent au détour d'un virage un instant plus tard. Un jeune couple probablement dans la fin de la vingtaine, portant un équipement technique coûteux et des sacs à dos flambant neufs dont les étiquettes de prix pendaient encore aux fermetures éclairs. Ils sourirent joyeusement en me voyant. « Bonjour, Ranger », dit la jeune femme. « Belle journée pour une randonnée, n'est-ce pas ?»« Certainement », répondis-je, essayant de garder ma voix normale et décontractée malgré les événements surréalistes des dernières heures. « Tout va bien pour vous? Vous avez assez d'eau?
Il fait très chaud aujourd'hui et la déshydratation peut vous surprendre. On est paré, dit le jeune homme en tapotant la poche à eau visible dans son sac. On monte voir les chutes. Vous savez à quelle distance ? À environ 2,5 km d'ici, leur dis-je. Restez sur le sentier principal et vous ne pouvez pas vous tromper. Faites attention près de l'eau. Les rochers peuvent être glissants même quand ils ont l'air secs. Ils me remercièrent et continuèrent à monter sur le sentier, complètement inconscients du fait qu'un Bigfoot se cachait dans la forêt à quelques mètres seulement de l'endroit où nous discutions. Quand ils furent hors de vue au prochain virage, je regardai vers l'endroit où la créature avait disparu. « Ils sont partis », appelai-je doucement. « C'est bon maintenant. » Un son doux, cette vocalise familière que j'avais appris à reconnaître comme une confirmation, émergea du rhododendron. La créature revint sur le sentier, s'étant matérialisée du sous-bois épais, aussi silencieusement qu'elle y avait disparu. Elle reprit sa position de marche à mes côtés, bien que je remarquais qu'elle restait légèrement plus en retrait maintenant et semblait plus alerte, comprenant clairement le besoin de prudence autour des autres humains. Nous avons continué sur le sentier et je me suis surprise à parler à la créature pendant que nous marchions, remplissant le silence de mes pensées comme je le faisais parfois lorsque j'étais seul dans la forêt pendant de longues périodes. Ces deux femmes qui m'ont attaché avaient des plaques de Floride sur leur camionnette. Elles ont probablement conduit jusqu'ici en pensant qu'elles pourraient camper où elles voulaient aussi longtemps qu'elles le voulaient, sans que personne ne les dérange. Elles sont probablement là depuis des semaines, vu l'état de ce campement. À l'heure qu'il est, elles sont loin, ont probablement déjà traversé la frontière du Tennessee ou sont retournées vers le sud. Le shérif lancera un avis de recherche, mais honnêtement, les chances de les attraper ne sont pas grandes. La créature émit un son qui semblait presque interrogateur, comme si elle m'invitait à continuer. « Oui, c'est frustrant, continuai-je. Je fais mon travail. J'essaie de protéger la forêt et d'aider les gens à suivre les règles qui existent pour de bonnes raisons. Et parfois, ça tourne mal. Parfois, les gens réagissent avec hostilité ou menaces. Habituellement, ce ne sont que des insultes, des gens qui me disent de me mêler de mes affaires ou qui menacent de me dénoncer à mes supérieurs. Mais ça, c'était différent. Ces femmes étaient désespérées, probablement impliquées dans quelque chose d'illégal, au-delà des simples infractions de camping. Peut-être qu'elles fabriquaient de la méthamphétamine, ce qui est devenu un vrai problème dans ces forêts. Peut-être qu'elles fuyaient des mandats d'arrêt en Floride. Qui sait? Nous avons marché dans un silence confortable pendant un moment après que cette conversation se soit éteinte. Le sentier descendait régulièrement à travers une belle forêt, passant devant des clairières tapissées de fleurs sauvages le long du ruisseau qui deviendrait finalement la cascade que ces jeunes randonneurs cherchaient, à travers des bosquets de lauriers des montagnes qui seraient spectaculaires avec leurs fleurs au printemps. Je réalisais périodiquement à quel point cette expérience était surréaliste, comment je marchais à travers la nature sauvage que j'avais patrouillée pendant 16 ans avec un Bigfoot à mes côtés, comme si nous étions de vieux compagnons de randonnée. À environ 1 kilomètre du départ du sentier, la créature s'arrêta soudain de marcher. Je me tournai pour la regarder et remarquai immédiatement la tension dans sa posture, qui n'était pas là auparavant. Sa tête était légèrement inclinée, écoutant quelque chose hors de portée de mon ouïe, et son corps était devenu rigide et alerte. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demandai-je doucement. « Qu'est-ce que tu entends ?» La créature émit un son d'avertissement bas et fit un geste avec une main massive vers le sentier devant nous. Un signal clair pour que je me taise et sois prudente. Puis elle quitta le sentier pour s'enfoncer dans la forêt, et je la suivis instinctivement, faisant confiance à ses sens plutôt qu'aux miens. Nous nous accroupîmes derrière un épais massif de laurier des montagnes, ses feuilles cireuses, offrant une bonne dissimulation. Quelques instants plus tard, j'entendis ce que la créature avait dû détecter avec son ouïe supérieure. Des voix, plusieurs personnes, approchant de la direction du parking. Ils se déplaçaient avec détermination, pas le bavardage désinvolte de randonneurs récréatifs. À travers des trouées dans la végétation, je pus les voir apparaître sur le sentier en contrebas. «
4 personnes en uniforme beige, du personnel du département du shérif, remontant le sentier avec des lampes de poche et des trousses de premiers secours. C'était une équipe de recherche. Thomas, à la station de Rangers, avait dû s'inquiéter quand je ne m'étais pas signalé et avait appelé des renforts. C'étaient des secouristes qui me cherchaient. Mon cœur bondit de soulagement et je commençais à me lever, prêt à les appeler et à mettre fin à cette épreuve. Mais la main de la créature, douce mais ferme, appuya sur mon épaule et me maintint en place. Je la regardais, confuse et légèrement frustrée, et vis quelque chose dans son expression qui me fit hésiter. De la peur, mais pas pour elle-même. La peur de ce qui pourrait nous arriver à tous les deux si elle était vue. Je compris immédiatement et complètement. Si je sortais de ces bois avec un Bigfoot à mes côtés, tout changerait pour nous deux. Il y aurait des questions auxquelles je ne pourrais pas répondre honnêtement sans paraître folle. Il y aurait des enquêtes sur mon état mental. Il y aurait une attention médiatique si quelqu'un me croyait. Et pire que tout, les gens voudraient trouver la créature, la capturer, l'étudier, prouver son existence à la communauté scientifique. La vie paisible et cachée que cet être remarquable avait réussi à maintenir dans ces montagnes serait détruite pour toujours. « D'accord, » murmurai-je. « Je comprends ce dont tu as peur. Tu dois partir maintenant. Va-t'en d'ici, avant qu'il ne se rapproche et ne te voie. » La créature me regarda avec ses yeux intelligents et pleins d'âme, et j'y vis de la gratitude mêlée à quelque chose qui ressemblait remarquablement à de la tristesse. Peut-être le regret que notre connexion brève mais profonde doive se terminer si brusquement. « Merci encore, » dis-je, le pensant de chaque fibre de mon être. Merci de m'avoir sauvé la vie. Merci de m'avoir montré qu'il y a encore des mystères et des merveilles dans ce monde. Je te le promets, je ne parlerai jamais de toi à personne. Je garderai ton secret aussi longtemps que je vivrai. La créature tendit la main et toucha brièvement mon visage, berçant ma joue dans sa paume massive, avec une tendresse qui fit monter des larmes inattendues à mes yeux. Puis, elle se tourna et s'enfonça dans la forêt, disparaissant dans le sous-bois épais avec ce silence remarquable qui semblait impossible pour quelque chose d'aussi grand. En quelques secondes, c'était comme si elle n'avait jamais été là, comme si toute l'expérience n'avait été qu'un rêve fiévreux, conjuré par un esprit embrumé par la chaleur. J'attendis 1 minute de plus, donnant à la créature le temps de s'éloigner en toute sécurité. Puis, je sortis sur le sentier juste au moment où l'équipe de recherche passait le dernier virage avant ma position. « Je suis là !» criai-je en agitant les bras. « Par ici, je vais bien !» Les 4 adjoints se précipitèrent, leur visage montrant un soulagement et une inquiétude à parts égales. L'adjoint en chef, un homme d'une 40aine d'années nommé William Hernandez, que je reconnus pour avoir déjà eu affaire au département du shérif, m'atteignit le premier. « Margaret, Dieu merci », dit-il, sa voix tendue par le relâchement de la tension d'une recherche difficile. « On vous cherche depuis des heures. Thomas nous a appelés vers midi quand vous avez manqué votre appel de contrôle. Êtes-vous blessé? Que s'est-il passé? » Je leur racontai l'histoire. La version qui était assez vraie pour satisfaire les questions sans révéler la partie la plus extraordinaire. J'avais trouvé des campeurs illégaux et les avais confrontés à propos de multiples infractions. Ils m'avaient agressé, attaché à un arbre et s'étaient enfuis. Je décrivis les 2 femmes avec autant de détails que je pouvais me souvenir. Mentionnai les plaques de Floride sur leur camionnette, leur donnai l'emplacement approximatif où j'avais été retenu. « Comment avez-vous réussi à vous libérer ?» demanda l'un des autres adjoints, examinant avec inquiétude les brûlures de cordes sur mes poignets. On dirait des liens sérieux. Les cordes étaient vieilles et effilochées, mentis-je, détestant la tromperie mais sachant qu'elle était absolument nécessaire. Après plusieurs heures à travailler sur les nœuds,
Elles ont finalement cédé. Je marche vers le parking depuis. Ils acceptèrent cette explication sans trop de questions. Pourquoi ne l'auraient-ils pas fait? La vérité qu'un Bigfoot de 2,40 m avait rompu mes liens à main nue, puis m'avait raccompagné à mi-chemin, était trop impossible pour que quiconque l'envisage sérieusement. Ils me donnèrent de l'eau en bouteille de leur sac, vérifièrent mes blessures avec une efficacité professionnelle et contactèrent par radio le parking pour dire que j'avais été retrouvée vivante et en assez bon état. Mon Ford Bronco était toujours garé là où je l'avais laissé ce matin-là, bien qu'il me semblât qu'une vie entière s'était écoulée depuis que j'en étais sorti et avais emprunté ce sentier en m'attendant à une intervention de routine. Plusieurs autres véhicules du shérif étaient regroupés sur le petit parking, ainsi que Thomas de la station de Rangers dans son pick-up personnel, et ce qui ressemblait à du personnel médical d'urgence. Thomas se précipita vers moi quand il vit notre groupe émerger du sentier. « Margaret, Dieu soit loué, quand tu as manqué l'appel de midi. Puis celui de 14 heures, sans aucun contact radio, j'ai su que quelque chose n'allait pas du tout. Tu vas bien? Que s'est-il passé? » « Ça va aller, l'assurai-je, bien que ma voix fût rauque et que mon corps commença à ressentir toute l'étendue des sévices maintenant que l'adrénaline retombait. Ces femmes sont loin maintenant. Elles avaient plusieurs heures d'avance. « Nous allons lancer un avis de recherche immédiatement, » dit l'adjoint Hernandez en sortant son carnet. « 2 femmes blanches, l'une d'environ 1,78 m avec des cheveux blonds, l'autre d'environ 1,63 m. Plus fortes, toutes deux dans la mi-trentaine, conduisant une camionnette Nissan de 1984, avec des plaques de Floride. Nous nous coordonnerons également avec la police d'État du Tennessee et de la Géorgie. Nous les trouverons, mais je savais qu'ils ne le feraient probablement pas. Ces femmes avaient des heures d'avance et auraient pu partir dans n'importe quelle direction, abandonner leur véhicule, changer de voiture. Une partie de moi espérait presque qu'elles s'échapperaient, non pas parce que je leur pardonnais ce qu'elles m'avaient fait, mais parce que leur capture signifierait des enquêtes, des questions, et peut-être un retour à cette clairière où la créature m'avait trouvé. Je voulais que cet endroit reste intact. Je voulais qu'il reste le sanctuaire de la créature. Les ambulanciers insistèrent pour m'examiner malgré mes protestations. Ils nettoyèrent et pansèrent la peau à vif de mes poignets et de mes chevilles où la corde avait écorché jusqu'à la chair. Vérifièrent les signes d'épuisement par la chaleur et de déshydratation sévère. Prirent ma tension, mon pouls et ma température. Ils me recommandèrent vivement d'aller à l'hôpital de Brevard pour observation et perfusion, mais je refusais. Je voulais juste rentrer chez moi, prendre une douche pour me débarrasser de la sueur et de la peur, m'asseoir sur ma terrasse et digérer tout ce qui s'était passé au cours des dernières heures. L'adjoint Hernandez prit ma déposition officielle et je m'en tins à mon histoire soigneusement éditée sur les cordes, qui avait fini par céder à un effort soutenu. Il parut quelque peu sceptique en examinant les marques sur mes poignets, calculant probablement que les liens avaient été substantiels, mais il n'insista pas pour une autre explication. Peut-être supposa-t-il que j'avais trouvé une pierre tranchante ou un morceau de verre brisé pour couper la corde. Quoi qu'il ait pu soupçonner en privé, il écrivit exactement ce que je lui dis et déclara qu'il me contacterait s'ils avaient d'autres questions. À 18 h, on me permit enfin de partir. Thomas proposa de me ramener chez moi, s'inquiétant de ma capacité à conduire après une telle épreuve. Mais j'insistais sur le fait que j'en étais capable. La vérité était que j'avais désespérément besoin de temps seul pour réfléchir à ce qui s'était passé, pour essayer de donner un sens à une rencontre qui avait fondamentalement changé ma compréhension de ce qui était possible dans le monde. Je rentrais lentement chez moi, mes mains tremblant légèrement sur le volant, malgré mon insistance à dire que j'allais bien. La radio jouait quelque chose. Je crois que c'était cette chanson sur les nuits d'été qui était partout cette année-là. Mais je remarquais à peine la musique. Mon esprit rejouait chaque instant de la rencontre avec la créature. L'intelligence qui brillait dans ses yeux sombres.
la douceur de son contact quand elle a retiré le bâillon de ma bouche, la façon dont elle avait compris mes expressions de gratitude et m'avait offert du réconfort quand j'étais devenu émotive, le geste de reconnaissance qu'elle avait fait, la main sur la poitrine, puis tendue vers moi. « Je vous en prie. » Quand j'arrivais à mon chalet, le soleil commençait sa descente du soir vers les crêtes ouest, peignant le ciel de nuances de rose et d'or. Looking Glass Rock se découpait en silhouette sur les couleurs comme une toile de fond de théâtre. Je restais assise sur ma terrasse pendant un long moment, alors que la lumière déclinait, buvant de l'eau et regardant les étoiles commencer à apparaître, pensant à la créature quelque part là-bas, dans la vaste nature sauvage et boisée de ces anciennes montagnes. Au cours des jours suivants, j'ai tenté de reprendre une routine normale. J'ai déposé mon rapport officiel auprès du service des forêts, en omettant soigneusement toute mention de mon extraordinaire sauveteur. J'ai donné des interviews au journal local sur l'agression, qui a publié un article avertissant les visiteurs de suivre les règlements de camping et de signaler toute activité suspecte aux rangers ou aux forces de l'ordre. Le département du shérif a suivi des pistes sur les 2 femmes qui m'avaient attaqué, mais l'enquête est rapidement devenue une affaire classée. Leur camionnette Nissan a été retrouvée abandonnée sur une aire de repos de l'Interstate 40, près de la frontière du Tennessee 2 jours après l'incident. Mais les femmes elles-mêmes avaient disparu aussi complètement que si elles n'avaient jamais existé. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la créature. J'avais promis de ne parler d'elle à personne et j'avais l'intention de tenir cette promesse absolument. Mais je me suis surprise à faire des recherches sur les observations de Bigfoot pendant mon temps libre, lisant des récits d'autres personnes qui prétendaient avoir rencontré ces êtres dans diverses parties de l'Amérique du Nord. La plupart des histoires étaient manifestement fabriquées ou le résultat d'une erreur d'identification. Des gens voyant des ours sous des angles inhabituels ou tombant sur des animaux normaux dans de mauvaises conditions d'éclairage. Mais quelques récits, juste une poignée parmi des centaines, sonnaient authentiques. Ils décrivaient des créatures qui faisaient preuve d'intelligence, de curiosité, voire de bonté et de compassion. Je me demandais combien d'autres personnes avaient gardé leur rencontre secrète, avaient choisi de protéger ces êtres plutôt que de les exposer à un monde qui essaierait sûrement de les capturer, de les étudier et de les exploiter. 2 semaines après ma rencontre, j'ai pris une journée de congé et je suis retourné à la clairière où j'avais été attaché à ce pin. Je me suis dit que je vérifiais juste pour m'assurer que les campeurs illégaux n'étaient pas revenus ou que d'autres ne s'étaient pas installés au même endroit. Mais, en réalité, j'espérais, peut-être sottement, revoir la créature, avoir un autre moment de cette connexion extraordinaire. La clairière était vide et silencieuse, lentement reprise par la forêt. Le matériel de camping avait été enlevé, probablement collecté par le département du shérif comme preuve. Les foyers non autorisés avaient été dispersés et recouverts de feuilles. Dans 1 an ou 2, on ne saurait jamais que quelqu'un avait occupé cet espace ou que quelque chose de significatif s'y était produit. Je me suis assise par terre, là où un tronc d'arbre tombé avait fourni un lieu de repos à la créature lors de notre rencontre précédente, et j'ai attendu pendant des heures alors que le soleil traversait le ciel et que les ombres se déplaçaient à travers les arbres. Rien n'est apparu. Aucune créature n'a émergé du rhododendron. Aucun œil ne m'a observé depuis l'ombre de la forêt. La clairière est restée ordinaire et vide, alors que l'après-midi commençait à décliner vers le soir et que je me préparais à accepter que la créature ne viendrait pas. J'ai remarqué quelque chose que j'avais négligé auparavant. Un creux dans la terre meuble près du bord de la clairière, partiellement caché sous une fougère tombante. Je me suis approché pour l'examiner de plus près, et mon souffle s'est coupé dans ma poitrine. C'était une empreinte de pas.
grande, indubitable, avec 5 empreintes d'orteils clairs, profondément enfoncées dans le sol sombre de la montagne. La créature était venue ici récemment. Peut-être même m'observait-elle depuis la dissimulation de la forêt, pendant que j'étais assise et attendais. Je me suis agenouillé à côté de l'empreinte, et j'ai placé ma main à côté pour l'échelle. Ma main couvrait à peine la moitié de la largeur. L'empreinte mesurait au moins 43 cm de long, et peut-être 18 de large, bien trop grande pour être un pied humain. J'ai sorti mon appareil photo personnel, un Canon compact que je transportais partout, et j'ai failli prendre une photo de cette preuve remarquable. Mais je me suis souvenu de l'expression de la créature quand elle avait touché mon visage, de la confiance implicite dans ce geste et dans sa décision de se révéler à moi. Elle m'avait libéré d'une souffrance certaine et d'une mort possible et n'avait rien demandé en retour, si ce n'est que je garde son existence secrète d'un monde qui ne la traiterait pas avec bienveillance. J'ai rangé l'appareil photo sans prendre la photo. Au lieu de cela, je suis resté assise là, à côté de l'empreinte, pendant un long moment, traçant son contour du bout de mon doigt, m'émerveillant de cette preuve physique de quelque chose d'extraordinaire que je ne pourrai jamais partager avec personne. Puis, j'ai soigneusement masqué l'empreinte, brossant des feuilles et de débris forestiers dessus, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus visible à l'observation fortuite. Certaines choses, je commençais à le comprendre, étaient plus importantes que la preuve. Certaines rencontres étaient destinées à être vécues en privé, gardées comme des trésors personnels plutôt que d'être diffusées au monde entier. La créature m'avait fait confiance en me révélant son existence, avait fait preuve d'une compassion et d'une intelligence qui défiaient tout ce que l'establishment scientifique prétendait sur ce qui était possible. Le moins que je puisse faire était d'honorer et de protéger cette confiance. La vie a continué sa marche en avant, mais j'ai été fondamentalement changé par ce qui s'était passé. Je suis retourné à mes fonctions de ranger, patrouillant la forêt que j'aimais, et dans le flot incessant de visiteurs qui venaient découvrir ces montagnes, surveillant les populations d'animaux sauvages et l'état des sentiers. Mais maintenant, chaque fois que je marchais dans la nature, je me surprenais à chercher des signes de la présence de la créature. Des traces inhabituelles dans la boue molle, des branches cassées à des hauteurs trop grandes pour qu'un humain ou un animal connu puisse les atteindre. Des zones où la forêt semblait étrangement silencieuse, comme si tout retenait son souffle. Je n'ai jamais revu la créature directement, mais parfois, je sentais sa présence, une sensation d'être observé depuis la dissimulation de la forêt qui était étrangement réconfortante, plutôt qu'effrayante. Les 2 femmes qui m'avaient agressé n'ont jamais été appréhendées. Le département du shérif a retrouvé leur Nissan abandonnée sur l'aire de repos où elle avait été laissée. Mais c'est là que la piste s'est arrêtée. L'adjoint Hernandez m'a dit qu'elles étaient probablement impliquées dans la fabrication ou la distribution de drogue, ce qui expliquerait leur réaction extrême et violente à la confrontation avec un ranger pour des infractions de camping. L'affaire est restée techniquement ouverte, mais effectivement classée en quelques mois. J'ai fait la paix avec l'absence de justice, reconnaissant que j'avais reçu quelque chose de bien plus précieux que de voir mes agresseurs punis. J'avais retrouvé ma vie. Et j'avais acquis la connaissance de quelque chose de miraculeux. Ma fille Rebecca est venue me rendre visite cet automne-là, passant une semaine avec moi pendant ses vacances scolaires fin octobre, lorsque les forêts de montagne étaient en feu de couleur. Elle avait 15 ans, à cet âge compliqué où les jeunes luttent pour savoir qui ils sont et ce qu'ils croient du monde. Nous avons fait de la randonnée ensemble chaque jour où elle était avec moi, et je me suis surprise à lui apprendre des choses que mon propre père m'avait apprises quand j'avais son âge. Comment lire les traces d'animaux dans la boue molle? Comment se déplacer silencieusement dans la forêt pour approcher la faune? Comment respecter la nature sauvage et comprendre que les humains sont des visiteurs ici, pas des propriétaires? Lors de notre dernier après-midi ensemble, nous étions assises sur la terrasse de mon chalet
à regarder le coucher de soleil peindre les montagnes de teintes impossibles d'orange et de violet, quand Rebecca m'a posé une question inattendue. « Maman, tu crois en Bigfoot ?» La question m'a complètement prise au dépourvu. « Pourquoi tu me demandes ça ?» Des enfants de mon école en parlaient la semaine dernière. Ils disaient qu'il y avait eu des observations dans les montagnes des Appalaches, qu'ils étaient peut-être réels. Je leur ai dit que ma mère travaille dans la forêt et qu'elle saurait s'ils existaient. Elle me regarda avec des yeux d'adolescente, à la fois sceptique et plein d'espoir, voulant rejeter les fantasmes enfantins, mais aussi voulant la permission de croire en quelque chose de magique. Alors, existe-t-il ? J'ai réfléchi très attentivement à ma réponse avant de parler. J'avais promis de ne parler de ma rencontre à personne, et cette promesse incluait ma propre fille. Mais plus que cela, je reconnaissais que le dire à Rebecca la chargerait d'un secret qu'elle devrait garder, d'une connaissance de quelque chose d'extraordinaire qu'elle ne pourrait jamais partager avec personne. Il me semblait injuste de faire peser ce fardeau sur une jeune de 15 ans. « Je crois, » dis-je lentement, en choisissant mes mots avec soin, que ce monde contient encore des mystères. Ces forêts sont vastes, et les humains n'en ont exploré qu'une petite fraction en profondeur. Pourrait-il y avoir des créatures vivant dans la nature sauvage et reculées que nous n'avons pas encore officiellement découvertes? Je pense que c'est possible. Je pense qu'il est important de garder l'esprit ouvert sur de telles choses et de respecter l'idée que nous ne savons pas tout ce qu'il y a à savoir sur notre planète. Mais as-tu déjà vu quelque chose d'étrange ici? Quelque chose que tu ne pouvais pas expliquer? J'ai croisé son regard et j'ai vu mon moi plus jeune s'y refléter. Curieuse, avide, voulant si fort croire en quelque chose de plus grand que le monde ordinaire et banal. J'ai vu beaucoup de choses en 16 ans de travail dans ces forêts, lui ai-je dit. Certaines d'entre elles, je peux les expliquer facilement. Et d'autres me rappellent que la nature est pleine de surprises que nous ne comprenons pas entièrement. C'est ce mystère qui rend la nature si belle et digne d'être protégée. Rebecca sembla satisfaite de cette réponse, et nous avons laissé le sujet de côté alors que la dernière lumière s'estompait dans le ciel. Mais je crois qu'elle a senti à un certain niveau que je retenais quelque chose. Elle a toujours été perspicace de cette façon, même à l'adolescence. Les années se sont accumulées comme des couches de feuilles mortes. Les années 1990 ont cédé la place aux années 2000, et la technologie a commencé à transformer la façon dont les gens vivaient et documentaient le monde naturel. Les téléphones portables sont devenus courants, puis les smartphones avec des appareils photo intégrés capables de capturer des images de haute qualité. Les appareils GPS ont remplacé la boussole et la carte. Les pièges photographiques ont proliféré dans les forêts, photographiant automatiquement tout ce qui bougeait dans leur zone de détection. La nature sauvage, autrefois un lieu de véritable mystère et de territoire inexploré, est devenue de plus en plus surveillée, contrôlée et cataloguée. Je m'inquiétais pour la créature et les autres comme elle. Comment pouvait-il rester caché à une époque où tout le monde portait un appareil photo dans sa poche? Quand les satellites pouvaient photographier chaque hectare de la surface de la planète, quand les drones pouvaient voler dans les coins les plus reculés de la nature, mais d'une manière ou d'une autre, ils restaient cachés. Bigfoot continuait d'occuper le royaume de la légende et de la spéculation avec des photographies floues et des séquences vidéo douteuses, mais jamais le genre de preuves concrètes et indéniables qui forcerait la science grand public à reconnaître leur existence. Une partie de moi soupçonnait qu'il y en avait d'autres comme moi, dispersés à travers le pays et peut-être le monde. Des gens qui avaient rencontré ces êtres dans des forêts reculées et avaient choisi de garder le silence, de les protéger d'une civilisation humaine qui essaierait sûrement d'exploiter ou de détruire ce qu'elle ne pouvait pas comprendre. J'ai pris ma retraite du service des forêts en 2008 à l'âge de 57 ans.
après 25 ans de service. À cette époque, Rebecca avait 30 ans, travaillait comme avocate spécialisée en environnement à Charlotte, mariée à un homme bien nommé Jonathan que j'appréciais sincèrement. Ils avaient un fils, mon petit-fils Oliver, qui venait de commencer la maternelle cette année-là. Devenir grand-mère me semblait surréaliste, cette nouvelle génération étirant le lien entre le passé et l'avenir. Mais je n'ai pas laissé la forêt derrière moi en quittant le service. Je suis resté dans mon chalet près de Brevard, complétant ma pension avec un travail occasionnel de guide pour les randonneurs sérieux, des photographies de nature que je vendais à des magazines et à des fabricants de calendriers. Je passais mes journées à arpenter les sentiers que j'avais patrouillés pendant des décennies, observant le cycle éternel des saisons, documentant le monde naturel avec mon appareil photo. Et parfois, lors des soirées calmes où la forêt s'installait dans ses rythmes nocturnes, je retournais à cette clairière où j'avais été attaché à un pin en août 1993. La forêt avait depuis longtemps repris toute trace d'occupation humaine. On ne saurait jamais que quelqu'un y avait campé illégalement ou que quelque chose de significatif s'était produit dans cet espace d'apparence ordinaire parmi les arbres. Mais je m'asseyais par terre là où je m'étais autrefois assise, avec la créature pendant ces heures étranges et merveilleuses de connexion, et je pensais à mon extraordinaire sauveteur. En 2015, alors que j'avais 64 ans, quelque chose de remarquable s'est produit. Je faisais une randonnée sur un sentier isolé au cœur de la Shining Rock Wilderness, photographiant les spectaculaires couleurs d'automne qui attirent des visiteurs de tout le pays dans ces montagnes, lorsque j'ai découvert quelque chose qui a fait battre mon cœur. Un cadeau. Là, placé avec soin sur une pierre plate au bord du sentier où je marchais régulièrement, se trouvait une collection d'objets disposés avec une délibération évidente. 3 pommes de pin parfaites, positionnées en un triangle précis. Un petit tas de myrtilles mûres qui avaient clairement été cueillies récemment. Et une seule plume d'aigle royal, irisée dans la lumière de l'après-midi, sacrée pour de nombreux peuples autochtones qui avaient vécu dans ces montagnes pendant des milliers d'années et extraordinairement rare à trouver. L'arrangement était trop délibéré pour être le fruit du hasard. Quelqu'un, ou quelque chose, avait placé ces objets ici intentionnellement, et je savais avec une certitude absolue qui avait laissé ce cadeau. J'ai regardé attentivement autour de moi, scrutant la forêt. Et pendant un instant, j'ai cru voir un mouvement dans le bois épais à une 50aine de mètres de distance. Un éclair de brun rougeâtre trop grand pour être un cerf, trop grand pour être un ours marchant sur ses pattes arrière. Puis, il a disparu, s'évanouissant dans l'ombre de la forêt. Merci, dis-je à voix haute à la forêt apparemment vide. Merci de vous souvenir de moi après toutes ces années. J'ai laissé le cadeau exactement là où il était, ne prenant qu'une photo avec mon appareil numérique pour avoir quelque chose de tangible pour me souvenir de ce moment. Puis, je suis retourné à mon chalet en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. La créature se souvenait de moi. Après 22 ans, elle se souvenait de notre rencontre et avait trouvé un moyen de me faire savoir qu'elle était toujours là, survivant toujours dans ces montagnes. Au cours de la décennie suivante, j'ai découvert d'autres cadeaux à intervalles irréguliers, jamais au même endroit 2 fois, toujours inattendus. Une pierre de rivière parfaitement ronde placée sur une souche près de mon chalet un matin, une couronne tressée de feuilles d'oxydendron, accrochée à une branche basse à côté d'un sentier que je parcourais fréquemment, un arrangement de champignons d'automne exposé sur un rocher plat avec ce qui ne pouvait être décrit que comme une intention artistique. Chaque fois que je rencontrais l'une de ces offrandes, je ressentais ce même profond sentiment de connexion, de communication continue avec un être qui existait au-delà des frontières de l'expérience humaine normale. La créature me faisait savoir qu'elle se souvenait, qu'elle appréciait notre rencontre brève mais puissante,
qu'elle reconnaissait la promesse que j'avais tenue pendant toutes ces années. Je ne l'ai jamais revue face à face. Une partie de moi aspirait à une autre rencontre directe, une autre occasion de s'asseoir ensemble dans ce remarquable silence partagé. Mais une autre partie de moi comprenait que ce que nous avions était mieux que cela à certains égards. Une relation fondée sur le respect et la confiance mutuelle, sur la compréhension que certaines connexions restent significatives à travers les années, et la distance sans nécessiter un contact constant. Maintenant, j'ai 72 ans. Mes cheveux sont devenus complètement blancs. Mes genoux protestent les matins froids et humides, et ma vue nécessite des lunettes plus fortes tous les quelques années. Rebecca et Jonathan me rendent visite régulièrement avec Oliver, qui a maintenant 18 ans et s'apprête à commencer l'université, étant devenu un jeune homme réfléchi qui partage mon amour profond de la nature. Je lui ai appris tout ce que je sais sur la forêt au fil de son enfance et de son adolescence. Comment respecter le monde naturel. Comment se déplacer dans les lieux sauvages avec conscience et humilité. Comment comprendre que les humains sont des invités dans la nature plutôt que ses propriétaires ou ses maîtres. La semaine dernière, Oliver et moi sommes allés faire une randonnée ensemble dans la région près de l'endroit où j'avais été attaché à ce pen il y a plus de 30 ans. Il me parlait de ses projets d'étudier les sciences de l'environnement à l'université, de son désir ardent d'aider à protéger les lieux sauvages et les créatures qui en dépendent. J'écoutais avec une immense fierté, reconnaissant qu'au moins une partie de sa passion était née du temps que nous avions passé ensemble dans ces anciennes montagnes. Nous nous sommes arrêtés pour nous reposer dans une petite clairière entourée de pruches massives, et Oliver s'est éloigné pour photographier des champignons inhabituels poussant sur un tronc d'arbre tombé. Pendant qu'il était occupé avec son appareil photo, j'ai remarqué quelque chose à la base d'une pruche particulièrement grande. Un creux dans la mousse épaisse, en forme indubitable d'une empreinte de main massive. Je me suis approché pour l'examiner de plus près, et mon souffle s'est coupé dans ma gorge, exactement comme il y a tant d'années. L'empreinte était fraîche, probablement faite dans la journée ou les 2 jours précédents, à en juger par la netteté des bords. Je me suis agenouillé et j'ai placé ma main burinée à côté pour comparer. L'empreinte de main éclipsait entièrement ma main. « Grand-mère, qu'est-ce que tu as trouvé ?» appela Oliver, revenant vers moi avec son appareil photo. J'ai rapidement brossé de la mousse et des débris de feuilles sur l'empreinte, la dissimulant à l'observation fortuite. « Juste une croissance fongique intéressante, » dis-je en me redressant avec une petite grimace de mes genoux protestataires. Rien de particulièrement spécial. Mais alors que nous retournions à mon camion dans la lumière déclinante de l'après-midi, j'ai ressenti cette sensation familière d'être observé. Pas menacé ou traqué, simplement observé avec une attention calme. Et je savais que la créature était là quelque part, survivant toujours dans ces montagnes après toutes ces années, vivant toujours sa vie cachée dans la vaste nature inexplorée. Cette nuit-là, assise sur ma terrasse avec une tasse de camomille refroidissant dans mes mains, j'ai pensé à enfin écrire mon histoire. J'avais gardé le secret pendant 32 ans, et je ne vivrai pas éternellement. Mon corps me le rappelait avec plus d'insistance à chaque saison qui passait. Devrait-il y avoir une trace de ce qui s'était passé ? Quelqu'un devrait-il savoir le jour où un Bigfoot m'a libéré d'une souffrance certaine et m'a montré que l'intelligence et la compassion existent au-delà des frontières que nous supposons. Mais ensuite, j'ai pensé au cadeau que j'avais trouvé au fil des décennies, à la confiance que la créature avait placée en moi, à l'accord implicite que nous avions conclu dans cette clairière il y a si longtemps. Elle m'avait sauvé la vie, et je protégerais son existence. C'était le pacte, même si nous ne l'avions jamais dit à voix haute. Certaines histoires, réalisai-je alors que la dernière lumière s'estompait dans le ciel d'automne, ne sont pas faites pour être racontées.
Certains secrets sont destinés à être gardés, portés et honorés. Le monde devient plus petit et plus documenté chaque année. Il y a moins de lieux vraiment sauvages, moins de véritables mystères, moins de choses que la science ne peut expliquer et que la technologie ne peut capturer. Mais il y a encore des êtres là-bas, dans la nature profonde, qui existent au-delà de notre compréhension et de notre documentation. Il y a encore de l'émerveillement caché dans l'ombre des forêts anciennes. Peut-être que c'est exactement comme ça que ça devrait être. Je n'écrirai pas cette histoire. Je ne la partagerai pas avec Rebecca, ou Oliver, ou quiconque pourrait être accablé par une connaissance qu'il ne peut ni vérifier ni partager. La créature m'a sauvé la vie, il y a 32 ans, par une journée d'août torride, et le moins que je puisse faire en retour est de préserver son intimité, sa sécurité, son droit d'exister sans interférence ni exploitation humaine. Quand je mourrai, et ce jour approche plus vite que je ne voudrais le contempler, le secret mourra avec moi. La créature restera là où elle doit être, dans le royaume de la légende et de la possibilité. Plutôt que d'être capturée, étudiée et transformée en curiosité scientifique. Peut-être est-ce le plus grand cadeau que je puisse offrir en retour du don de ma vie. Mais parfois, lors de soirées calmes comme celle-ci, lorsque les montagnes s'installent dans leurs rythmes anciens et que les étoiles apparaissent une par une au-dessus des crêtes sombres, je m'assois sur ma terrasse et je pense à cette journée d'août. Je me souviens de l'intelligence qui brûlait dans ses yeux marron foncé. Je me souviens de la douceur de ses mains massives alors qu'elle travaillait à me libérer. Je me souviens de la compassion d'un être qui avait toutes les raisons de craindre et d'éviter les humains, mais qui a choisi d'aider celui qui souffrait. Je me souviens du geste qu'il a fait, la main sur la poitrine, puis tendu vers moi. Je vous en prie. Et je souris, sachant que j'ai été l'une des chanceuses. J'ai rencontré quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que la plupart des gens ne vivront jamais, quelque chose qui a prouvé que le monde est plus étrange et plus merveilleux que nous ne nous permettons de l'imaginer. On m'a fait un cadeau qui va bien au-delà de ma survie physique. On m'a donné la connaissance que nous partageons cette planète avec des êtres qui défient notre compréhension de l'intelligence et de la compassion. Le soleil se couche maintenant, peignant le ciel au-dessus de Looking Glass Rock de teinte de cramoisi et d'or, qui semble mettre le feu aux montagnes. La forêt s'installe dans ses rythmes du soir, les oiseaux de jour se taisant alors que les créatures de la nuit commencent à s'agiter. Quelque part là-bas, dans la vaste nature sauvage des Blue Ridge Mountains, dans l'un des innombrables vallons reculés et des vallées cachées que les humains pénètrent rarement, une créature s'installe pour la nuit également. Une créature que la plupart des gens croient impossible, que la science insiste à dire n'est rien de plus que du folklore et une erreur d'identification. Mais je sais qu'elle est aussi réelle que les arbres anciens, les montagnes usées par le temps et les étoiles qui commencent à apparaître dans le ciel qui s'assombrit. Je lève ma tasse de thé froid dans un toast silencieux à cette créature, où qu'elle soit ce soir. Merci, vieille amie. Merci pour ma vie, pour les cadeaux que tu as laissés au fil des ans, pour le rappel que certaines choses valent la peine d'être protégées même au prix de ne jamais être cru. Le monde n'a pas besoin de savoir que tu existes. Mais je suis reconnaissante au-delà de tous les mots que je pourrais prononcer de le savoir. C'est suffisant. Ça a toujours été suffisant. Et dans l'obscurité grandissante, de quelque part au plus profond de la forêt que j'ai aimée et protégée pendant la plus grande partie de ma vie, j'entends un son, une vocalise basse et résonante qui pourrait facilement être confondue avec le vent passant à travers les feuilles d'automne
ou un hibou lointain commençant sa chasse nocturne. Mais je sais ce que c'est vraiment. C'est une salutation. Ou peut-être est-ce une reconnaissance que nous sommes tous les deux encore là, tous les deux gardant la foi, avec la promesse faite, en ce jour d'août, il y a si longtemps. Tous les deux protégeant toujours le mystère d'un monde qui ne comprendrait pas. Je souris et murmure dans l'air frais de la nuit. Au revoir, mon ami. Reste en sécurité. Reste caché. Reste libre. Et puis le son s'estompe dans le silence de la forêt, et il n'y a plus que la nuit, les étoiles et les montagnes qui se dressent en sentinelles éternelles autour de moi. Certaines promesses valent la peine d'être tenues toute une vie. Certains mystères valent la peine d'être préservés contre toutes les forces qui voudraient les exposer et les exploiter. Et certaines connexions, même les plus impossibles qui n'auraient jamais dû se produire selon tout ce que nous pensons savoir du monde, sont destinées à durer pour toujours, même si elles n'existent que dans la mémoire et dans les cadeaux silencieux laissés par des mains qui, selon toutes les sources officielles, n'existent pas du tout. Je m'assois sur ma terrasse dans l'obscurité, en paix avec mon secret, et je regarde les étoiles tourner lentement au-dessus des montagnes qui ont été ma maison et ma raison d'être pendant tant d'années. Demain, il y aura des sentiers à parcourir, des forêts à protéger et peut-être un autre cadeau qui m'attendra quelque part pour me rappeler que je ne suis pas oublié. Mais ce soir, il n'y a que ce moment, cette gratitude silencieuse, cette certitude que le monde contient plus de merveilles que nous ne pouvons l'imaginer. Et quelque part dans la vaste nature sauvage, une créature qui m'a sauvé la vie il y a 32 ans lève les yeux vers les mêmes étoiles, vivant sa vie cachée dans l'ombre de ces anciennes montagnes. Nous sommes connectés à travers la distance et les années, liés par une rencontre qui a changé tout ce que je pensais comprendre de ce qui est possible. Cette connexion durera jusqu'à mon dernier souffle, et peut-être d'une manière que je ne peux comprendre, même au-delà. La nuit s'approfondit autour de moi, et la forêt est vivante de sons et de mouvements que la plupart des humains ne remarquent jamais. Je ferme les yeux et j'écoute, sentant le pouls de la nature qui a été l'œuvre de ma vie et mon plus grand amour. Quelque part là-bas, un être extraordinaire fait de même, écoutant les mêmes rythmes anciens, respirant le même air de montagne. Nous ne sommes pas si différents, cette créature et moi. Nous sommes tous les deux des gardiens des lieux sauvages. Nous comprenons tous les deux que certaines choses valent la peine d'être protégées à tout prix. Nous savons tous les deux que les plus grands trésors sont souvent ceux que nous ne pouvons jamais partager, prouver ou montrer aux autres. Le secret est en sécurité avec moi, et le souvenir demeure aussi vif et précieux que le jour où il a été créé. Un cadeau que je porterai avec moi toujours, jusqu'à la toute fin, et au-delà.